être avec nous pour la faire. Nevertheless, I will. Mais je vais tout de même commencer. Donc, Bob Wilson est notre troisième invité qui voulait être parmi nous, mais il y avait une réunion de famille au Costa Rica, ce qui l'a empêché de venir nous rejoindre. Ce sera le troisième intervenant. Nous avons 3 intervenants sur ce panneau sur la question raciale. La fonction raciale aux États-Unis, mais franchement, c'est une question assez générale sur la race. Dans cette introduction sur la démocratie en Amérique, Tocqueville a écrit « L'égalité disparaît ». Et puis, 5 ans plus tard, quand il a écrit « La variété a disparu de la race humaine et la variété est quelque chose qui nous vient de la main de Dieu ». Il a dit cela parce qu'il avait peur que ce que nous risquions de faire serait d'effacer toute variété et diversité. Il est également inquiet qu'on inventerait, je cite, une haute classification arbitraire. Une fois que les classifications naturelles auraient disparu, on inventerait de nouvelles classifications parce que l'homme veut toujours se distinguer d'une manière ou d'une autre. Donc on a ces différents groupes, ces différentes personnes, ces différentes nations. Quel devrait être notre rêve compte tenu du monde et de ses diversités? Est-ce que ce sont des artisanats? Comment est-ce qu'une nation démocratique doit comprendre les groupes et les différences? Est-ce que le but ultime doit être l'intégration, l'homogénéité? Bob Wilson m'a dit que je n'oublierai jamais, l'opposé de la ségrégation n'est pas l'intégration, c'est la déségrégation. Autrement dit, vous donnez à chaque groupe la capacité de rentrer s'ils le veulent, mais ne pas les forcer à s'intégrer. Enfin, comment les efforts de l'État peuvent faciliter la question raciale pour qu'elle soit moins néfaste, et si elle le peut, si l'État nous a nui, comment est-ce qu'on peut être positif de nouveau? Et puis, comme on a conclu notre dernière réunion, comment est-ce que la politique identitaire nuit ou ne nuit pas? Donc, on a 3 invités. On a Rachel Kahn, Bob Wilson et Thomas William Chatron. Bob va arriver, il est là. Thomas. And just to briefly introduce myself, I'm Thomas Chatterton Williams. I'm a writer for the New York Times Magazine and Harper's, mostly, living in Paris, and the author of 2 memoirs that were published recently in France by Grasset, Une soudaine liberté and Autoportrait en noir et blanc, about growing up métis in the United States and first embracing a racialized identity and then moving to Paris and having children, that kind of... Une identité raciale et de changer ma conception de la catégorisation et de penser comment on se revoit les uns les autres par rapport à des catégories de couleurs. Donc 2 choses dont je veux m'excuser. J'habite en France, mais malheureusement, je n'ai pas encore maîtrisé votre magnifique langage. Donc je vais continuer à parler en anglais. J'ai mes notes dans mon téléphone et je ne les lis pas sur Twitter, je vous garantis. Je veux aussi donner en préambule que je n'aime pas le terme woke. C'est quelque chose de péjoratif et ce dont on va parler d'un moment de changement de paradigme humain, des effets fondamentaux, mais pas la totalité de ce concept quand on parle des races et de la façon dont on s'éloigne de nos aspirations essentielles d'une société daltonienne qui ne se définirait pas par des différences raciales, ce qui évidemment est des catégories qui scientifiquement n'existent pas. C'est très intéressant que nous sommes là, parce que Tocqueville ne serait pas étonné par ce moment. Il a anticipé ce qui seraient les implications d'une société gouvernée
par les Blancs avec une ligne de couleur. Alors, on vit dans un moment où les nouvelles manières de penser et tentent de se faire entendre. Les changements de paradigme sont arrivés graduellement et pas soudainement. On a tous basé sur des cadres de lecture pour qu'on puisse comprendre le monde, et puis tout d'un coup, on ne comprend plus. La définition de George Floyd en mai 2021 à Minneapolis explique tous les aspects de notre vie intime et publique. Pendant la saison de la rébellion et de la reconnaissance, il y a eu près de 8000 démonstrations Black Lives Matter, sans penser aux autres manifestations qui ont eu lieu à Paris, à Amsterdam, à Londres, etc., etc. Même en Angleterre, des millions de gens se sont levés, dégoûtés par ce qu'ils ont vu, par cette monstruosité. Ce n'est pas une exagération de dire que c'était la plus grande manifestation contre le racisme de l'histoire de l'humanité. Pourquoi est-ce que ça s'est passé? Pourquoi maintenant et pas avant? Pourquoi cette réaction qui a transcendé les frontières nationales? Pourquoi les étudiants de l'université d'Oxford, tout d'un coup, ont une considération tout à fait particulière dans leurs examens finaux, simplement à cause de cet événement américain? En 2014, on a regardé pourtant la mort de Eric Garner sous le poigne de Montelero, sous l'accusation de passer des cigarettes. C'est la première fois qu'on a entendu « je ne peux pas respirer ». Et tout le monde va aller la prendre, et même en français, on chantera en anglais. C'est bientôt venu un t-shirt, un slogan. Nous avons appliqué cela, mais néanmoins, 2 ans plus tard, lorsque Philon de Castille est mort en Facebook, quand il n'avait rien fait de mal. En fait, il avait tout fait de bien, sauf qu'il avait une arme à feu. Et c'était difficile. Pourquoi on l'avait arrêté 52 fois avant cela, la même année? En mai 2020, nous avons vu tous les écrans devant nos yeux. Ça a pris une menace bien pire. Et quand la confrontation qui s'est passée en Géorgie a été encore plus ressemblée à un lynchage qui n'existait pas depuis des mois, comme Mademoiselle Taylor qui a été tuée par la police à Kentucky. Tout cela a fini par construire un véritable complexe. Donc, une seule conclusion tirée d'une petite vidéo à Minneapolis peut être excessive, mais c'est comme ça que se font les moments historiques. Ce sont des conversions. Il y avait 14 millions en 1954 d'esclaves, mais pour la plupart des Américains de gauche, et même de droite, qui avaient l'habitude de ne pas travailler, d'être en ligne, et qui étaient en état d'anxiété perpétuelle à cause d'un président très polarisé qui non seulement ne comprenait rien à la polémique, mais l'accélérait encore, comme ce qu'il avait fait à Charlottesville. La possibilité que la maladie du racisme était maligne aux États-Unis a commencé. La plupart étaient évidemment blancs et se sentaient vulnérables et étaient tout d'un coup réalisaient la pandémie de la Covid dans la communauté noire. Cette différenciation, la couverture des médias différentes a suggéré des problèmes bien plus systémiques dans l'immondice de Donald Trump et dans le scandale épidémique. La plupart de ces gens-là ont bien vu pour eux-mêmes très clairement que si eux aussi continuaient à avoir des mensonges sur leurs institutions, l'objectivité, la force de police et leurs leaders politiques, sur l'état de la société et de ses progrès sociaux. Ils comprenaient maintenant plus clairement ce qui s'était passé avec George Floyd parce qu'ils voyaient ce qui se passait avec eux et au milieu de cette pandémie. Mais peut-être, évidemment, de façon plus efficace, le mouvement Black Lives Matter
qui a succédé en 2013 et à Michael Brown un an plus tard, et qui marche depuis quelque temps, ce qu'a dit avec une ferveur religieuse, et en particulier en dénonçant le péché de la blancheur. À la fin de mai 2020, la plupart des Américains regardaient leur Starform, la télé et leur ordi et disaient, montraient du doigt ceux qui ne pouvaient pas arrêter de travailler, les livreurs, etc. La plupart de ceux qui ont travaillé, évidemment, n'avaient pas les masques nécessaires pour cacher leur visage. Ils ont eu beaucoup de temps pour réfléchir sur eux-mêmes et collectivement, ils se sont éveillés au fait que peut-être ils étaient mêlés eux-mêmes à cette constellation de processus et qui pouvait autoriser un fou furieux de parier avec la politique de son pays de la même manière qu'un policier pouvait étouffer un citoyen. C'était une conclusion extraordinaire, mais pas inévitable. Donc très rapidement, ça n'est pas venu de nulle part. Je crois que je vais m'arrêter là. My dad used to say, in Rome. On dit toujours à Rome, faites ce que font les Romains. Donc je vais parler français. Déjà, un grand merci pour cette invitation. Merci Laure, du fond du cœur. Merci Tocqueville et merci à ses descendants qui ont pris l'initiative de nous inviter pour ces conversations si précieuses aujourd'hui, alors que les dialogues sont parfois rendus impossibles. Moi, par rapport au sujet qui nous anime cet après-midi, j'ai écrit ce livre, Racé, qui est en réalité une déclaration d'amour à la France, du fait de mon pédigré. Donc je vais expliquer ce mot, et pardon aux traductrices et traducteurs, parce que c'est pas évident. Déjà sur mon pédigré, ma mère est juive polonaise, et je le répète souvent parce que ça met en lumière en fait l'ensemble de mes écrits. Ma mère juive polonaise qui est née en France en 1940, qui n'est pas vraiment une bonne date pour naître, en tout cas en France, qui a été cachée dans une campagne poitevine. Et mes grands-parents de son côté qui ont été déportés très tôt à Auschwitz et qui sont revenus. Et puis mon père qui est né dans cette région d'Afrique de l'Ouest que Senghor appelait la Sénégambie, et qui est venu après la colonisation, après les indépendances, qui est venu en fait parce qu'il était professeur de français en Gambie, qui est un pays anglophone, qui est venu en France pour parfaire son français pour 2 mois et qui a rencontré ma mère dans une librairie. Donc je suis à la fois petite fille de déportés et fille d'immigrés. Et je n'aurais pas pu naître ailleurs qu'en France, grâce à ces principes fondamentaux, grâce à cette richesse, grâce à ce patrimoine. Et j'avais besoin, en fait, de l'écrire, de témoigner, parce que c'est ça, en fait, au fond, embrasser la démocratie, comme la décrivait Tocqueville, c'est-à-dire avoir le droit à sa propre voix. C'est ce que revendiquaient les esclaves, avoir le droit de signer de son nom et se détacher, finalement, d'une pensée qui, pour moi, me semblait trop dogmatique ou trop enfermante par rapport à tout ce que j'ai, en fait, de l'histoire de la France et de l'histoire de ces 2 crimes contre l'humanité, alors qu'aujourd'hui, on veut considérer que les crimes contre l'humanité ne concerneraient pas l'humanité entière. Donc, j'ai considéré, enfin, j'ai vu, j'ai perçu, j'ai ressenti que nous sommes en réalité, malgré les mouvements radicaux, nous sommes fatigués de ces questions de race et d'identité. Donc j'ai appelé mon livre Racé, qui est un jeu de mots, puisqu'il est à la fois en français, il veut dire un beau port de tête. Quelqu'un qui est racé, c'est quelqu'un qui a une belle démarche ou un beau port de tête. Mais c'est aussi les animaux qui sont racés.
Et moi, j'en ai fait une troisième définition qui, comme le sucre, comme les gâteaux sont sucrés ou comme les chips sont salés, je suis racée parce que j'ai beaucoup de choses en moi qui sont considérées par certains comme des races. La judéité de ma mère, l'animisme de mon père, mais aussi avec l'islamisation de l'Afrique. Ma famille est musulmane, mais aussi l'autre côté catholique. Donc ça fait beaucoup de mélange et de se rattacher aux Lumières en fait pour être vraiment dans un existentialisme et écrire avec ses propres mots et sa propre vibration et ce qu'on peut construire ensemble dans une relation à l'autre, c'est ce qui m'a animée. Parce qu'au fond, we can't breathe. C'est juste quelque chose qu'on a en commun en fait aujourd'hui. Et le Covid, qui est une maladie quand même respiratoire, nous l'a quand même montré aussi. Donc il faut trouver des solutions, et moi mon objectif c'est de trouver des solutions dans l'écriture. Il y a des mots qui sont nécessaires pour une conversation, et donc je me suis attachée aux mots. Il y a certains mots aujourd'hui que je considère qu'ils nous séparent profondément, qui ne permettent plus le dialogue. Notamment ce mot, puisque c'est un jeu de mots, le mot racisé qui est employé en France. Je ne sais pas si j'espère que les traducteurs pourront traduire ça, qui est employé en France pour désigner en fait certaines personnes et qui coupe finalement l'existence. C'est-à-dire que ce mot racisé ne fait pas avec le processus de racialisation. L'idée dans mon livre, c'est de ne pas nier les discriminations. J'ai mon cursus universitaire justement sur les droits fondamentaux et la lutte contre les discriminations juridiques au niveau européen et international. Il ne s'agit pas de gommer, mais au contraire, que les discriminations sont présentes lorsqu'elles existent et de ne pas assigner certaines personnes à des identités de repli qui ne permettraient pas de s'en affranchir. Et puis après, il y a d'autres mots qui nous séparent. C'est très personnel, hein, mais notamment les quotas, on en a parlé ce matin. Après, c'est vrai que peut-être que je ne devrais pas dire ça, mais si les quotas existaient, mon agenda serait bien rempli en tant que juive, femme, noire, musulmane. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que c'est... On me dit souvent, oui, mais c'est une étape nécessaire. Je pense qu'en fait, on est, en tant qu'humain, assez intelligent pour voir là où il y a des inégalités et faire en sorte que ça puisse changer grâce à nos principes et à nos lumières intérieures. Mais bon. Ensuite, l'intersectionnalité, effectivement, qui au départ venait d'une bonne intention, puisqu'elle considérait la personne comme ayant plusieurs motifs de discrimination en soi. Et comme le rappelait la table ronde ce matin, c'est vrai que moi j'ai eu affaire à des gens qui, parce que je suis une femme juive, gommaient ça de mon identité. Et ça, c'est un vrai problème. En tout cas, de problème de reconnaissance de l'autre, c'est-à-dire reconnaissance de l'histoire de l'autre. Et puis après, dans la seconde partie, je m'attache aux mots, pas ceux qui nous séparent, mais ceux qui ne vont nulle part. Le mot diversité. Moi, c'est à 35 ans qu'on m'a dit, vous, en tant que diversité, c'était pas prévu. Moi, ni mon père ni ma mère m'a dit diversité. Alors après, ça crée une illégitimité. Quand on vous dit d'un coup, vous êtes de la diversité, vous vous dites, ah oui, il va falloir que je sais pas, que je fasse un truc spécial. La diversité, c'est nous tous. C'est-à-dire que, comme je le rappelais sur les crimes contre l'humanité, si on n'est pas là tous ensemble pour se battre contre les discriminations, quel que soit le motif, comme le dit la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ça n'a aucun intérêt. Si se battre contre les discriminations est un repli sur soi, ça n'a aucun intérêt. Nous sommes dans un monde profondément mélangé. Et encore plus à l'ère du Covid, où on a vécu, à l'heure de Wuhan, des États-Unis, de tous les variants. Maintenant, on les a appelés par des lettres grecques, pour ne pas offenser. On a choisi des... On vit à l'heure du monde, en fait. Donc revenir à ces fondamentaux pour pouvoir enfin nous réparer, parce que ces batailles, ces nouvelles batailles, en réalité, nous déchirent et nous divisent. Et on a affaire à un phénomène très étrange
c'est qu'au lieu de se tenir la main contre l'horreur, certains s'amusent à énoncer des choses, mais qu'ils mettent en place. Je pense ici à une forme de colonisation décoloniale qui est extrêmement dangereuse et par ailleurs qui n'est pas très reconnaissante de nos parents qui se sont battus pour la décolonisation. Ce qui ne veut pas dire que nous poursuivons leur chemin, mais on ne peut pas dire que nous sommes dans une décolonisation. C'est plutôt cette pensée qui est extrêmement coloniale et je trouve dangereuse pour nos lumières et nos fondamentaux. C'est aussi être esclave d'une couleur, c'est-à-dire par exemple, ne pas me laisser parler, ça voudrait dire que parce que je suis noire, je dois penser, d'ailleurs noir, c'est ne prendre qu'un seul aspect des choses, je dois penser d'une telle manière, alors que moi j'embrasse les non-discriminations, quel que soit ce motif. Et ça, en fait, pointer du doigt certaines catégories de personnes, dessiner des boucs émissaires, vivre une certaine forme de victimocratie qui alimente une culpabilité, rejouer des névroses ségrégationnistes, des réunions en non-mixité, user de la dénonciation, de la haine, notamment de la haine en ligne, être dans un esprit de vengeance qui ne répare rien, qui ne recoupe pas, traiter les gens finalement avec des traitements inhumains et dégradants, ne pas laisser le droit à des personnes d'être dans ce droit des peuples intimes à se définir de soi-même, qui est un principe fondamental pour la décolonisation, mais qu'on puisse se l'appliquer à chacun de nous-mêmes, ce serait la moindre des choses. Et puis, proposer finalement une démocratie où certains doivent se taire. Ce sont des mots qui produisent finalement l'inverse de ce qu'ils combattent profondément. Délégitimer, mépriser. Moi, je voulais trouver quelque chose de plus lumineux parce que, en fait, dans mon pédigré familial, je n'ai pas le droit de cracher sur la vie et ni d'avoir ces pensées morbides qui ne mènent à rien, parce que j'ai toujours pas compris en fait quelle était la solution. Parce que la solution, en fait, c'est maintenant, c'est chacun de nous. On a tous quelque chose à apporter dans la relation, dans nos identités infinies, puisque le fait que nous soyons en relation fait bouger notre identité ou notre connaissance de nous-mêmes. Et donc, dans la troisième partie, je parle de ces mots intimes que l'on doit se trouver entre chacun de nous et qui puissent nous réparer. Et d'ailleurs, l'intimité fait partie de ces mots parce qu'aujourd'hui, on en a parlé un petit peu ce matin, j'ai la sensation qu'on est coupé de notre intimité, on est coupé de notre ressenti et parce qu'on est pollué par certaines idéologies, on est coupé de notre richesse pour ne garder de nous que ce signifiant maître dont parlait Lacan, c'est-à-dire une couleur de peau qui gomme en fait tout ce que vous avez de singulier, qui gomme au fond votre signature. Et une signature est bien plus bien plus à mon sens, bien plus humaniste et importante que l'identité. La signature, c'est votre manière de parler, votre manière de danser, votre manière de rire, surtout de rire, votre manière de bouger, et qui raconte beaucoup plus de ça. Et grâce à cette signature, vous vous adressez aux personnes individuellement et pas à des groupes flous dont la masse disparaîtrait. Et puis aussi, dans cette troisième partie, je parle de la création, parce que j'ai très peur pour la création. On est quand même chez Tocqueville, qui a écrit ses bouquins en toute liberté. Pour créer, il faut être libre et pas emprisonné dans ses origines, dans ses dogmes. Faut à la fois être en relation avec les tremblements du monde, mais aussi trouver dans l'intériorité quelque chose qui puisse nous réparer à chaque fois, même si c'est extrêmement difficile. Et nos réparations, puisque c'est le thème de cette conférence, c'est quelque chose de douloureux. Il y a des choses de l'humanité dont nous sommes inconsolables et nous serons inconsolables. Et ce ne sont pas des réunions en non-mixité qui vont nous réparer des crimes contre l'humanité. C'est plutôt prendre le contre-pied, à mon sens,
pour essayer de se trouver à l'intérieur, créer d'autres choses et ne pas dans la création être assigné à un mode de création parce que vous êtes un mâle blanc de plus de 50 ans, vous ne pouvez pas créer. Moi, aujourd'hui, par rapport à Racé, qui est traduit dans plusieurs langues, notamment la première, c'était en portugais, on m'a demandé est-ce que c'était une afro-yiddish qui avait traduit mon livre. C'est quand même compliqué. Et ça va l'être de plus en plus, puisque nos enfants sont de plus en plus mélangés. C'est un fait. Et puis, enfin, je terminerai par le désir d'écrire, comme l'avait Tocqueville, cette puissance qui est le désir, et qui va à l'encontre, en fait, de la mort. Puisqu'en gros, ce qui est proposé, c'est soit on rejoue la solution finale, soit on a des vraies solutions, de vrais chemins, une vraie vision, des perspectives qui ouvrent et qui seront douloureuses de toute façon, mais avec des identités infinies. Et ça, c'est l'universalité que nous vivons. L'universalité est un fait. Et grâce à l'universalisme, nous pouvons nous réparer, mais pas en regardant dans un passé morbide, mais plus en ayant toujours une volonté de vivre en dialogue et en conversation. Je vous remercie. Alors, M. Woodson va prendre la parole dans un instant, mais je fais le constat suivant. Les deux orateurs qui viennent de manifester, que ce soit inconscient ou conscient, viennent de manifester l'usure de ces catégories raciales. Donc la question que je soumets à caractère politique, qui va ouvrir sur le discours de Bob, sans doute, la question est la suivante. Est-ce qu'il faut supprimer les catégories qui n'ont plus de sens en tant que pays aux États-Unis? Est-ce que nous devrions supprimer les baquets francs, blancs, noirs, hispaniques? Il y a toujours un débat sur qui s'inscrit dans ces catégories. Alors, j'en parle parce que Bob Woodson a passé 4 ans à travailler en dehors du mouvement des droits civiques. Et je pense que Bob Woodson dirait que s'il y a un problème, c'est Bob ici, hein, vous le voyez à l'écran, hein, à main droite, n'est-ce pas? Bon, très bien. Mais si nous avons un problème, c'est parce que l'État a développé ces catégories, puis ensuite mis en œuvre ou articulé des projets autour de ces catégories qui ont été préjudiciables aux Noirs américains. Donc, je vous invite, Bob, à nous parler des travaux que vous avez engagés depuis 40 ans. Merci de m'avoir invité. Je suis désolé de ne pas être parmi vous. Mais voilà, il a été dit à l'instant, mon angle d'approche, c'est celui d'un vétéran du mouvement des droits civiques. J'ai été à la tête de beaucoup de manifestations aux côtés de quelqu'un qui était proche de King, mais j'ai déchanté rapidement. Quand je me suis rendu compte qu'un grand nombre de personnes qui ont beaucoup souffert n'ont pas bénéficié des changements favorables. Je me souviens, j'ai été devant une compagnie pharmaceutique pendant 2 mois et quand ils ont déségrégué, ils ont recruté 9 thésards noirs. Et quand on les invitait à nous rejoindre, ils ont dit « Non, mais on a eu ces postes, non pas parce que je suis qualifié, mais non pas en raison des chauffeurs et les autres qui manifestaient. » Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait une immense... Enfin, la communauté noire faisait fourche à ce moment-là. Donc, je me suis détaché du mouvement autour de cette même question. Car, une fois de plus, les Noirs à faible revenu ne voulaient pas monter dans les bus. La ségrégation, pour eux, ce n'est pas intégration, c'est la déségrégation. Le mouvement des droits civiques avait pour visée d'abattre des questions qui étaient préjudiciables aux Noirs à faible revenu. Mais bon, le combat devait toujours se poursuivre. En 1965, William Rasberg écrivait dans les journaux et il disait que les Noirs ne bénéficiaient pas des retombées de l'action des droits civiques. Et on le vit toujours.
cet état de fait. Donc voilà, il faut quand même prendre à bras-le-corps quelques problématiques épineuses. Nous pouvons faire le constat de beaucoup d'inégalités, chômage de masse très élevé. Ces iniquités se développent depuis 50 ans. Alors pourquoi? Comment ça se fait que ces iniquités ont pu se produire dans les municipalités dirigées par des Noirs? L'idée, c'était de détrôner les Blancs qui dirigeaient qui occupaient des postes clés dans la municipalité, remplacés par la suite par une direction noire. Et donc, l'idée, c'est que tous les Noirs allaient en bénéficier. Mais non, des Noirs ont été à la tête de ces différentes municipalités, à la tête de ces appareils, et ce, depuis 50 ans, assistés par 22 000 milliards de dollars fédéraux pour acheminer des fonds à destination des foyers les plus modestes, mais 25% de chaque dollar ne sont pas arrivés aux pauvres, mais à ceux qui devaient se mettre au service des pauvres. Alors, ils ne se sont pas posé la question de savoir quels problèmes sont sujets à être remédiés, mais quels sont les problèmes à être financés. Donc, les bénéficiaires étaient des professionnels qui auraient dû être au service des pauvres. Donc, il y avait une fissure, un clivage au sein de la communauté noire qui persiste à ce jour. Et donc, le cri raciste, le cri est prononcé pour éviter de répondre à ces questions épineuses. Alors pourquoi est-ce que les Noirs échouent dans les systèmes régis par par les personnes noires, et ce depuis 50 ans? Alors, 1619, on peut, voilà, la chose a commencé éventuellement, mais en 2019, dans certaines municipalités, les problèmes, c'est le legs de la discrimination de 1619 qui fait déroger les personnes de toute responsabilité pour se saisir de la question des inégalités dans les municipalités régies par des Noirs. Et donc, le racisme systémique existe pour éviter de prendre à bras-le-corps des problèmes au sein de nos communautés. Small handful of people. Less than 5% fall into the category Donc George Floyd, nous ignorons les noms des milliers de jeunes enfants dont la vie sont détruites chaque année. Plus de Noirs ont perdu la vie en l'espace d'un an que pendant tout le règne du Ku Klux Klan. Or, ces problématiques ne font jamais l'objet d'un débat. Donc ma proposition est la suivante. Je suis persuadé que quand un groupe doit recevoir des bénéfices issus d'actions favorables, c'est uniquement le gratin, quelle que soit la couleur des personnes qui en récoltent les bénéfices. Donc les pauvres. Donc en fait, il y a un proverbe africain qui dit que quand les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui sont toujours piétinées. Donc il y a un combat entre la gauche et la droite. what we believe the answers are that we must remove race as an. Nous devons donc retirer la race. Ce n'est pas quelque chose qui nous sépare. Et il faut que les personnes à bas revenus puissent s'ériger, quelle que soit leur race. Et c'est ce que nous faisons à mon centre, le Wood Center. Nous devons pratiquer une théorie radicale, car ce sont les personnes pauvres, les personnes démunies qui ont besoin d'aide. Donc tout d'abord, quelques recommandations. Il ne faut plus avoir de discussions abstraites concernant les désavantages de ces personnes. Et ce qu'on doit faire, c'est vraiment mettre en place des études sur la résilience. Ce que nous avons fait au Woodson Center, c'est qu'en fait, nous avons
vraiment remis en question toute cette question que l'héritage de l'esclavage, que c'est cela qui sape les villes. En fait, entre 1920 et 1940, nous avons pu combler les lacunes en termes d'éducation avec la mise en place de milliers et de milliers d'écoles. Donc si nous avons pu réduire cet écart à une époque où le racisme était dans la loi. Si nous l'avons fait à cette époque-là, pourquoi ne pouvons plus le faire aujourd'hui alors que c'est nous qui menons ces systèmes? Il y avait 5 lycées noirs à la fin du XXe siècle dans des centres urbains. Et ils se trouvaient dans des immeubles en très mauvais état. Et ils avaient la moitié des budgets des écoles blanches. Malgré cela, ce sont des établissements dont les étudiants ont eu de meilleures performances que ceux d'étudiants blancs dans les villes. Si cela, nous avons réussi à le faire pendant l'ère de la ségrégation, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi ne pouvons pas appliquer ces mêmes valeurs à une nouvelle vision, aujourd'hui même. Donc ce que nous faisons au Woodson Center, c'est que nous jetons un regard vers le passé et nous essayons de tirer les enseignements de ces esclaves noirs qui sont morts millionnaires dans la ville de Chicago en 1929, malgré la discrimination. Les personnes noires avaient des centaines d'entreprises. Et il y avait beaucoup de personnes qui étaient propriétaires d'immeubles, des propriétaires noirs à Chicago. Et je pourrais vous citer de nombreuses villes dans lesquelles on voit la persévérance et la détermination des personnes noires à triompher malgré l'oppression. En fait, nous avons mieux progressé au cours de la première moitié du XXe siècle que dans la deuxième moitié. Et aujourd'hui, nous définissons des problèmes comme étant le racisme systémique. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup, Bob. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer de reposer la question que j'avais posée précédemment. Thomas a dit que nous étions vraiment à un croisement, un moment charnière. Rachel a parlé de manière fort éloquente des différentes catégories d'identité qui sont assignées, qui sont des obstacles et qui empêchent d'avoir des rencontres en face à face entre les individus. Et Bob Woodson, ce qu'il nous dit, c'est que les bonnes intentions du mouvement des droits civils ont créé des catégories abstraites pour chaque race, et c'est cela qui nous a amenés contre le mur. Je crois que c'est ça qui nous empêche d'aller de l'avant. Donc je vais reposer la question, est-ce que les gouvernements, par exemple le gouvernement américain, doit continuer à maintenir les catégories raciales du recensement? N'y a-t-il aucune utilité à reconnaître les différentes races? Est-ce que l'on ne peut pas dire qu'aux États-Unis, il y a des villes où il y a des problèmes des personnes noires et d'autres où il n'y en a pas? Est-ce qu'il faut uniquement parler de la notion de classe? Donc je vais vous poser la question à nouveau. Quelles sont les catégories que nous devons utiliser? Nous sommes à l'ère de l'égalité, comme l'a dit Tocqueville. Nous n'allons jamais pouvoir gommer toutes les catégories. Mais ce qui l'inquiétait, lui, c'était la mise en place de catégories artificielles et donc destructrices. Donc, que faire avec toutes ces catégories? Thomas, vous n'êtes peut-être pas en accord avec Bob. Je vous passe la parole. Oui, je pense qu'il nous faut transcender les catégories, aller au-delà de ces catégories. Pour moi, qui suis américain, il est intéressant de vivre ici en France, un pays qui parle de l'idéal républicain, et de citoyens français qui ne sont pas répartis selon des catégories raciales, et de comparer cela aux États-Unis, pays où on a vraiment des catégories d'identité abstraites. Et cela permet d'identifier certains problèmes qui passent sous le radar en France. Par exemple, des iniquités très vastes en termes des condamnations dans le système pénitentiaire ou de justice dans un pays qui n'a pas ces distinctions en termes de race pour les recensements. Donc allons-nous pouvoir vraiment parvenir à cet idéal républicain qui ne reconnaît pas ces catégories? Il faut le faire, mais pour ce faire, il faut faire deux choses. Et ce sont deux choses qui ne sont pas évoquées ensemble. Nous devons, d'un côté,
lutter contre les iniquités raciales qui perdurent au sein de la société actuelle telle qu'elle est structurée. Mais il ne faut pas oublier l'objectif sur le long terme, à savoir qu'il ne faut que ces catégories n'existent pas de manière scientifique. Il nous faut donc arriver dans une société qui ne donne pas de sens à de telles catégories. C'est très intéressant pour moi d'être ici en parlant de ces choses-là, car ce que Alexis de Tocqueville a écrit en 1856 dans l'ancien régime, la Révolution, était très vrai. Car il disait que les personnes peuvent subir les pires agressions sans se plaindre, et de cela de manière indéterminée. Mais dès que l'oppression devient moindre, eh bien, à ce moment-là, ils n'ont plus la tolérance pour cela. Et ils vont rejeter les chaînes de l'oppression avec férocité. Et nous sommes à un moment charnière à l'époque actuelle, car en fait, les individus adoptent la différenciation raciale comme manière d'obtenir la reconnaissance au sein de la société. Et ils font cela parce que les choses n'ont jamais été aussi positives. Donc nous sommes en train d'atteindre de manière progressive la société vers laquelle nous aspirons. Mais c'est quelque chose qui se passe d'étape à étape. Rachel, avez-vous quelque chose à rajouter ? C'est extrêmement, évidemment, complexe. Mais déjà, là, ce qui est vraiment très intéressant, effectivement, c'est qu'on puisse ressentir ce gap qu'il y a entre les États-Unis et la France. C'est-à-dire que nous n'avons absolument pas la même histoire. Moi, je sais que ma maman était dans les marches pour les droits civiques aux États-Unis à l'époque. Et j'ai l'impression qu'il y avait un mouvement très fédérateur à cette époque-là, qui peut-être s'est perdu aujourd'hui, je ne sais pas. Je pose vraiment la question. En revanche, ce qui m'angoisse dans les catégories, bon, déjà, c'est qu'il faudrait qu'on puisse choisir une catégorie. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, si on peut en cocher plusieurs. Ou bon. Mais par ailleurs, c'est cette assignation, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une case, comment on fait pour s'affranchir ? Comment on fait pour s'émanciper de ça ? Comment on fait pour considérer que le top est normal ? Et je trouve qu'il y a quand même une forme de danger, en fait, à classer, à ranger. Et je ne crois pas que ça puisse être une solution, en tout cas pour la France, hein, une nouvelle fois, mais plutôt qu'on puisse passer, si la finalité, la lutte contre les discriminations et l'égalité, plutôt dès la maternelle ou l'école primaire, sur la connaissance, la culture et ce qui enrichit un homme ou une femme, quelles que soient ses origines, sa couleur de peau, mais plutôt lui donner tous les outils et la richesse culturelle pour être un homme ou une femme. Bob, do you wanna... Bob, quel est votre avis Allez-y, Bob. Écoutez, à chaque fois qu'on fait des généralisations sur un groupe de personnes, en fait, ça bénéficie toujours aux personnes qui sont tout en haut. On parle du mouvement MeToo. Cela a commencé par une femme noire à Harlem qui voulait aider les femmes noires à bas revenus, qui avaient été victimes d'abus, de pouvoir parler de leur propre voix. Mais ce mouvement a été repris donc par des femmes de la classe moyenne d'Hollywood. Et ces femmes-là ont commencé à définir qui étaient ces femmes qui étaient victimes d'abus. Et tout d'un coup, c'est devenu un mouvement de femmes aisées qui, en fait, parlaient du fait qu'elles devaient passer par le canapé du casting à Hollywood. Ensuite, de nombreuses entreprises comme Coca-Cola ont commencé à dire « Ah, il faut que les femmes siègent sur les conseils d'administration. Il faut avoir un quota. Il faut embaucher plus de femmes en tant que juristes. » Et en fait, lorsque les solutions étaient proposées, eh bien, ces solutions ne convenaient pas à ces femmes à bas revenus ou qui étaient incarcérées. En fait, les solutions conviennent toujours aux personnes qui font partie de l'élite. Et je pourrais passer catégorie par catégorie pour vous démontrer cela. On ne peut pas généraliser sur un groupe de personnes, même sur les pauvres. Tout le monde n'est pas pauvre pour les mêmes raisons. Il y a certaines pauvres qui sont démunies parce qu'elles n'ont pas un rond. Et
les programmes temporaires peuvent les aider. Mais il y a des personnes qui sont démunies ou pauvres parce qu'il y a un manque de valeur. Et ces personnes-là ont besoin de quelque chose de plus transformationnel. Sinon, si vous les aidez, vous allez trop les assister. Vous allez leur donner des ressources. Et ce sont des personnes qui n'auront pas encore effectué le changement nécessaire en termes de leur mode de vie et en termes de leurs valeurs. Ce que vous dites, Bob, c'est que plutôt que d'aborder cela comme une question raciale, il faut vraiment regarder comment faire le moins de mal en n'ayant pas une racialisation de ces questions. Je voulais juste rebondir là-dessus. Je suis d'accord avec certains points soulevés par Bob. Donc, quand on généralise un groupe, on ne peut pas vraiment capturer les nuances de chaque individu. Mais il est très important de reconnaître la chose suivante. Et c'est le poids du préjudice racial qui a impacté certains groupes. Alors même qu'on continue à se fixer l'objectif de la transcendance raciale et du besoin de ne pas attribuer chaque problème de la vie à des catégories abstraites. Mais les personnes qui ont été racialisées dans certains contextes ont été confrontées à différents défis. Et les femmes, par exemple, ont bien sûr été confrontées à de nombreux défis dans notre société. Et c'est le mouvement MeToo qui évoque cela. Et il y a certaines femmes qui sont confrontées à des défis de la sorte, même lorsqu'elles sont dans la classe dite élite. C'est pour cela qu'il faut avoir une discussion plus affrontée. Moi, je vous parle de la quantité de temps et d'énergie qu'on consacre à ces choses-là. Aujourd'hui, ce qui me trouble, c'est que beaucoup de personnes noires, notamment les Noirs à bas revenus, on leur dit « tous vos problèmes peuvent être attribués à l'esclavage ». Et en fait, on les exonère de toute responsabilité personnelle. Et en fait, on vous traite de racistes. En fait, 10% de qui nous sommes est défini par des facteurs exogènes. Et 90% de qui nous sommes est vraiment dépendante de notre attitude sur l'autre 10%. Voilà ce que je voulais dire par cela. Je vais maintenant ouvrir le débat au public. Il nous reste encore une dizaine ou une quinzaine de minutes et nous aimerions permettre au public de poser des questions. Est-ce qu'on peut donc donner un micro à la salle? Et si vous pouvez dire à qui vous souhaitez poser votre question. Merci beaucoup. Je fais partie d'une bourse de la Fondation Lehman et j'aimerais vous poser une question de personnes qui sont à la table ronde, car vous avez des points de vue très intéressants concernant les mouvements sociaux, notamment ceux qui luttent pour la justice raciale. Monsieur Mitchell, vous critiquez la manière dont ces groupes opèrent et vous dites qu'ils adoptent certaines dynamiques religieuses qui font de l'exclusion. Et si l'on va un peu plus loin, il y a une autre critique qui pourrait même amener à démanteler ces groupes. Et Monsieur Williams, est-ce que vous êtes d'accord avec cette évaluation? C'est-à-dire que ces mouvements ont certaines dynamiques problématiques. Et si ces mouvements ont des problèmes intrinsèques, comment peut-on faire en sorte que ces mouvements puissent atteindre les objectifs auxquels ils sont voués? Cette question est pour moi-même et pour Thomas. Très bien, je passe la parole à Thomas. Vous parlez des mouvements concernant la politique des identités. Je m'excuse si je dis quelque chose qui vous pourrait offusquer, mais dans les années 60, suite au mouvement des droits civils, il est apparu clairement qu'il y avait une catégorie de ce qu'on appelait des libéraux blancs qui s'assoient sur leur cul. Voilà, ils restent assis sur leur cul. Et ce sont des gens, en fait, qui, verbalement, s'engageaient, disaient tout ce qu'il fallait dire, mais en fait, ils s'en foutaient du fait de trouver des solutions aux problèmes. Et ce qui me préoccupe, par exemple, j'ai pris l'exemple de Black Lives Matter, mais ce qui m'inquiète avec ce mouvement, c'est que cela donne à beaucoup d'Américains
comment dire, une excuse, un prétexte spirituel. Vous mettez une petite pancarte Black Lives Matter sur votre belle pelouse et voilà, basta, c'est fini. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Et en fait, il y a plein d'autres exemples de cela. Et parfois, il y a des bonnes choses qui en ressortent. Mais ce qui m'inquiète, c'est que ce que recherchent les Américains, c'est vraiment un prétexte spirituel, et plutôt que de vraiment résoudre des problèmes concrets. Et je travaille avec Bob Woodson depuis de nombreuses années sur ces questions. Et je comprends tout à fait le point de vue de Thomas, qui nous dit, oui, il y a eu un préjudice systémique. Mais à cela, je dirais, faut-il donc avoir une culpabilité collective ou une responsabilité cultivée? Je pense que la culpabilité collective, ce n'est pas la bonne voie à suivre. En fait, ça appuie encore plus cette idée de la culpabilité blanche, libérale. Et en fait, au contraire, si on a une collectivité responsabilité collective, et il faut savoir que mon père est arrivé du Liban, mais je me considère en tant qu'Américain. Et donc, j'accepte la responsabilité collective pour les blessures que nous avons tous. Donc je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, et c'est ce que veulent faire beaucoup de conservateurs. Ah oui, nous vivons dans une société daltonienne, ne parlons pas de race, point barre. Mais ça, c'est une erreur. Et Bob Woodson et moi sommes d'accord sur la chose suivante également. Parfois, on peut se replier sur certains arguments, sur le racisme systémique. Et on peut dire, est-ce vrai historiquement ou pas? Mais en fait, c'est l'impact politique qui a le plus d'importance. Et en fait, c'est une revendication qui va à l'encontre de tout ce qu'il disait Tocqueville. En fait, les institutions que Tocqueville pensait étaient nécessaires pour sauver la démocratie d'elle-même, la famille, les églises, les institutions civiques, ces choses-là ne peuvent pas vous aider. En fait, le problème est tellement énorme que seul l'État peut vous aider. Et ce que Bob suggère depuis une quarantaine d'idées, c'est que la conséquence inescomptée de cela, avec cette catégorie, Bob, vous pouvez intervenir. Ceci a vraiment créé une industrie du greffe qui a fait beaucoup plus de mal que de bien. Donc, lorsque je dis que je suis contre Black Lives Matter, ne vous méprenez pas. Je suis contre les personnes qui envoient des signaux pour dire qu'ils sont innocents ou qu'ils sont virtuels, mais qui ne s'intéressent pas du tout à résoudre des problèmes. Tout ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ne veulent pas être gommés parce que eux-mêmes cancelled, parce que eux-mêmes ils font partie des gentils. Et en fait, la seule école philosophique produite par l'Amérique, c'est le pragmatisme. Nous, les Américains, on veut résoudre des problèmes. Et le problème avec la politique des identités, c'est que ça prend l'autorité morale du mouvement des droits civils et ensuite le projette vers les femmes, les gays, vers les autres. Et bien sûr, ce sont des problèmes séparés, mais on ne peut pas les mettre sur le même pied que le droit civil, le mouvement des droits civils. Et je pense qu'il vaut mieux qu'on prenne l'approche tocquevillienne. Et c'est celle qui a été prise par Bob. Regardons les familles, les églises, les communautés, et voyons les personnes qui font vraiment des actions positives. Identifions-les et prenons-les comme exemple. Et si vous voulez vraiment relever ce défi, ne dites pas que vous êtes privilégié et que vous êtes woke. Agissez, trouvez les problèmes dans votre communauté sans montrer sur Facebook à quel point vous êtes vertueux. I agree with so much of what Josh said. Je suis tellement d'accord que je ne pense même pas que ça serve à quelque chose d'avoir des catégories de gens comme ça, définies par des caractéristiques physiques, et que dont la vie humaine est bien plus complexe que là. Je crois que pour répondre à cette question très simplement, ce sera des arguments persuasifs qui permettront aux gens de croire aux valeurs que chacun peut avoir, quelle que soit son histoire ou sa couleur. C'est bien plus difficile que d'avoir des idées, des perspectives qui sont prêtes à endosser comme ce que vous croyez véritablement, vos réussites, comment réussissez-vous à faire comprendre vos croyances de façon pragmatique. Tout cela, les mots ont un sens. C'est vraiment le clé de l'histoire. Et vous pouvez prendre la responsabilité pour votre communauté de cette manière, mais je crois que nous avons une conversation tellement éloignée
de tout ce qui est réalisable. Ça devient trop abstrait. Mais je crois qu'on est assez d'accord là-dessus tous les deux. Oui, je voudrais juste ajouter un commentaire. Georges, une autre question? Non, mais je crois vraiment que la façon de progresser n'est pas simplement d'avoir des arguments. Ce qu'on a fait depuis 40 ans, c'est qu'on a été dans chaque communauté de ce type, on a identifié des agents sur le terrain qui étaient endémiques à cette communauté et qui pouvaient les soutenir. Il y a eu un moment où il y a eu 53 meurtres de gang en 2 ans dans 5 pâtés de maison. Et nous avons soutenu les leaders qui sont capables. Et en conséquence, on a été de 53 meurtres en 5 en 2 ans à 0 pour 12 ans. Voilà. Donc, les gens sont influencés et motivés par accepter les valeurs s'ils voient les conséquences pratiques que ça représente d'avoir une vie améliorée. Et c'est exactement ce que l'on fait au Woodford Center. On veut leur démontrer que s'ils acceptent ces principes et ces vertus, c'est bien la conséquence d'améliorer votre vie, de la rendre plus sûre, plus productive et de restaurer votre communauté. Une autre question, si on peut attendre. Bonjour, je suis une étudiante et ma question est dirigée à Madame Kahn. À partir des exemples que nous avons eus aujourd'hui, il y a par exemple le mouvement MeToo, a commencé par des femmes noires. Et après, ceux qui ont bénéficié sont surtout les femmes blanches à Hollywood, etc. Vous ne croyez pas que c'est le moment où le concept de la sexualité peut rentrer en vigueur, pas simplement pour tous les Noirs n'ont pas les mêmes problèmes, toutes les femmes n'ont pas les mêmes problèmes, mais c'est quelque chose qui bénéficierait à un Noir, ne bénéficierait nécessairement pas à quelqu'un qui est pauvre et qui est noir aussi. Et si ça faisait bénéficier à une femme blanche, pas nécessairement noire, etc. Donc, si j'ai bien compris de ce concept de cette interséréalité, c'est qu'il n'y a pas une seule boîte, mais c'est une intersection de plusieurs boîtes. Avoir une lutte qui permet d'avoir une lutte individuelle pour chacune de ces personnes aux intersections de ces boîtes. Donc, pourquoi est-ce que l'intersectionnalité est contre-productif, à votre avis? En réalité, c'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas la théorie de l'intersectionnalité qui me dérange. C'est ce qui en a été fait. C'est-à-dire que moi, j'ai pu l'éprouver, et ça a été rappelé aussi ce matin. Lorsque vous êtes petite fille de déportée, et donc juive, et que vous êtes discriminée au sein d'une réunion intersectionnelle, c'est quand même un problème. Par ailleurs, quand on regarde le réel, moi je vais me faire la défenseuse des hommes blancs de plus de 50 ans et des hommes noirs. Parce que dans le réel, les hommes noirs, en France en tout cas, je ne veux pas présupposer de ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est quand même eux qui sont les plus discriminés par rapport aux femmes, même si les deux ne sont pas satisfaisantes. Mais rares sont les hommes noirs qui sont dans les gouvernements ou qui sont à des postes importants. Donc après, ce qui me dérange dans cela, c'est de faire de la concurrence victimaire. Et en réalité, ce qui est intolérable, en fait. Je n'ai pas besoin de dire... Donc à ce moment-là, moi, je suis la reine de l'intersectionnalité. Voilà. Et donc je dis, en tant que reine de l'intersectionnalité... je prends le lead puisque j'ai plus de motifs de discrimination, en tout cas plus de possibilités de me victimiser que vous. J'ai 2 enfants que j'élève seule et je rajoute des choses. Et ça, c'est le réel. Et c'est en ça que je trouve pas ça juste, en fait. Et c'est ce lien par rapport au réel, même si en théorie, c'est très intéressant sur le papier. Et c'est comme ce processus social de la race, c'est très intéressant. Mais en faire quelque chose pour ensuite être dans le mépris, dans le harcèlement des gens qui ne pensent pas comme vous, parce qu'une couleur de peau doit vous faire penser d'une telle manière, c'est un danger ultime. Et ça, c'est un danger totalitaire. We've come to our conclusion, and I don't think we have En arrivons à notre conclusion, je ne pense pas qu'on ait résolu le problème avec lequel nous avons commencé. Autrement dit,
il y a des différences et même si on tente d'avoir une égalité, comment est-ce qu'on peut progresser lentement dans un monde où les distinctions ne seront plus des distinctions alors qu'elles le sont encore? C'est vraiment l'agonie de l'âge libéral. Merci infiniment et prenez grand soin de vous.